Bauxite, fer, or, diamant représentent une part importante des exportations et des revenus de l'État guinéen. Pourtant, les retombées pour les populations locales restent souvent limitées. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom qui traite des mines, environnement et gestion durable des ressources naturelles. Et nos invités, honorable El Hadj Sékou Beka Bangoura, directeur de campagne du candidat du Bloc libéral. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Et nous avons Oumar Kana Diallo, président de l'Association guinéenne pour la transparence et membre du comité de pilotage ITIE. Bienvenue sur Africa 24. Merci de l'opportunité. C'est un challenge pour moi de participer à ces échanges. Merci. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction avant d'entamer la première partie de cette émission dans quelques instants. La Guinée en Afrique de l'Ouest possède l'une des plus grandes réserves mondiales de bauxite, soit 7,4 milliards de tonnes en 2023, représentant environ 25% des réserves mondiales. La bauxite est essentielle pour la production d'aluminium, un métal stratégique pour l'industrie et la transition énergétique. La Guinée est le deuxième producteur mondial derrière l'Australie, avec une production de 119,5 millions de tonnes en 2024 et des prévisions de 130,6 millions de tonnes en 2030. Pour augmenter la valeur ajoutée locale de la bauxite guinéenne, il faudrait que la Guinée puisse créer un marché local pour l'utilisation de la bauxite et du fer issu de la bauxite que ces pays produisent et ne pas se limiter qu'au niveau du marché local. Il faudrait aussi conquérir des marchés sous-régionaux, notamment en Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas les marchés africains. Malgré cette richesse, la Guinée reste parmi les pays les plus pauvres du monde. Les revenus de la bauxite profitent peu à la population locale, en grande partie à cause de l'exploitation par des multinationales étrangères et du raffinage du minerai à l'extérieur du pays. Ce mécanisme limite la valeur ajoutée locale, ralentit le développement économique et freine la construction d'infrastructures essentielles. Pour lutter contre la pollution, conséquence de l'exploitation de la bauxite, il faudrait mettre en place une charte pour la protection de l'environnement dans les zones minières, une charte qui doit se faire respecter par une police de l'environnement et surtout, il faudrait prendre des mesures de minimisation de la pollution. L'exploitation de la bauxite entraîne des impacts environnementaux importants, notamment la pollution et la réduction de l'accès à l'eau potable. La corruption et le manque de transparence dans l'octroi des licences et les accords fiscaux accentuent les difficultés. La relation économique avec la Chine demeure centrale, offrant un soutien financier et industriel tout en assurant l'approvisionnement du pays en aluminium, mais les retombées locales restent limitées. Comment faire des mines un moteur de développement durable? Honorable Beka, quelle est votre stratégie pour transformer davantage le minerai en Guinée? D'entrée, vous souffrez que je puisse vous souhaiter la bienvenue en Guinée. Merci. Votre présence en deux buts, exprimant l'attachement, l'amour que vous avez pour ce pays-là. Ce pays a l'honneur d'avoir ouvert portes et fenêtres pour l'indépendance africaine, en ayant préféré le 28 septembre 1958 son indépendance que de continuer avec la France. Et c'est ce qui a fait que, après le 28 septembre 1958, sur le programme légendaire de De Gaulle, nous avons préféré prendre notre indépendance. Et le 2 octobre 1958, on l'a solennellement programmé. En décembre, nous sommes trouvés membres de l'ONU. Ceci dit, nous ne sommes pas fiers que de nos richesses, mais nous sommes fiers de nous-mêmes, de l'homme. La plus grande richesse, c'est l'homme. La richesse naturelle, c'est autre chose. Donc, nous sommes fiers d'être conscients de nos responsabilités historiques, de nous assumer. Nous faisons partie d'un des pays qui ont été la colonie française. Nous avons été soumis à cette domination française 1898, de 1898 au 28 septembre 1958, soit 60 années d'affilée. On a vécu ça. Il faut que les dirigeants au sommet aient conscience qu'un pays ne saurait se gérer en dehors de la science, de la technique et de
la conscience patriotique. Qu'est-ce à dire? Nous sommes, ce qu'on a dit, la Guinée est victime d'un scandale géologique, exagérément. Tout le problème qui se pose, nous devons reconnaître au sein de la loi fondamentale, il faut que ce soit dit que les mines, toutes catégories, appartiennent au peuple. Leur exploitation, c'est en faveur du peuple. Donc, avec une gouvernance qui lutterait contre la corruption, détournement ceci, cela, et que les tombées de cette équipe puissent servir au financement des projets publics. Tel n'est pas encore le cas 100%. Nous ne sommes pas satisfaits de la qualité dont nous exploitons et gérons nos mines et les retombées. Et qu'est-ce que vous ferez si, éventuellement, au soir du 28 décembre 2025, votre candidat est élu à la tête du pays? Nous serons une gouvernance vertueuse, exploitant rationnellement ce qui appartient au peuple et au bonheur et pour le peuple. Nous lutterons donc contre le détournement. Et les accords que nous aurons à mener, ou alors les accords qu'on aura trouvés en place, nous les soumettrons tous à une révision, parce que nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de ces accords. D'accord, nous allons revenir. Diallo, pour vous, justement, dans un pays qui dispose d'énormes revenus miniers, comment justifiez-vous que 55% des habitants dans les zones minières vivent en dessous du seuil de pauvreté? Merci une fois de plus. Il faut rappeler des chiffres évocateurs dans le cadre de ce que Dieu a doté pour ce pays. Comme on aime à le dire, la Guinée est un scandale géologique. Mais si vous prenez le dernier rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les mines représentent 29% des recettes totales au niveau du budget national, autour de 20% du produit intérieur brut et autour de 92% des produits d'exportation. Ça voudrait dire que l'essentiel des produits que le pays est en train d'exporter proviennent des mines. Et quand vous prenez au niveau du budget national, quand 29 voire 30% des recettes proviennent d'un secteur, ça voudrait dire que ce secteur-là est le secteur pourvoyeur des revenus au niveau de l'État. En revenant à votre question, il faut dire que nous n'allons pas être très fatalistes pour dire qu'on est atteint par ce qu'on appelle le scandale hollandais ou la philosophie hollandaise par rapport aux mines. Mais il faut dire que nous, acteurs de la société civile, que ce soit au niveau de la GT ou au niveau du Conseil national des organisations de la société civile, nous avons interpellé et nous continuons à interpeller les dirigeants parce qu'il y a une nette divergence entre les apports des mines et leur incidence sur la vie des citoyens. Parce que ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est que des recettes apportées au niveau central. Mais quand vous regardez au niveau local, il y a des fonds qu'on appelle le Fonds de développement local, il y a des fonds qu'on appelle le Fonds national de développement, il y a des fonds qu'on appelle les redevances superficielles qui, normalement, doivent être reversés directement aux communautés pour accompagner les communautés dans leurs programmes de développement, dans leurs programmes annuels d'investissement, mais nous tardons à voir l'impact de tous ces montants qui sont versés soit au niveau central ou au niveau local. Ça voudrait dire quelque part qu'il n'y a pas une gestion efficace et efficiente des recettes ici des industries extractives. Et ce qui pourrait expliquer ici le niveau de vie des citoyens, contrairement à l'abondance des ressources minières de notre pays. Honorable Beka, techniquement, quels sont les principaux obstacles à la transformation locale de la bauxite, du fer ou de l'or, selon vous, en Guinée? Il y a les ressources humaines. La Guinée n'a pas formé des compétences à ce niveau. Or, il y a d'abord la prospection. La France a fait les prospections, mais ce n'était pas fini. On a repris avec les Russes. Mais nous n'avons pas une école qui aurait formé tout ce monde dont aurait besoin l'exploitation minière. Parce que c'est une grande chaîne. Au niveau de chaque maillon, il faut qu'il y ait la compétence. Quand ceci fait défaut,
on est obligé d'importer des personnes compétentes, des ingénieurs, géophysiciens, ceci, des ingénieurs qui manquent. Alors, faute de ça, tant que la Guinée ne serait pas dotée conséquemment d'une école de compétences, à l'effet d'une exploitation rationnelle de ces mines, nous venons toujours en perdant. Parce qu'en fait, la richesse qui résulterait, aurait dû suffire pour financer les projets publics. Tous les projets publics auraient pu servir pour l'école, auraient pu servir pour la santé, auraient pu servir pour l'administration, les fonctionnaires, auraient pu servir pour la formation d'emploi. Mais faute de moyens, les budgets que nous présentons, c'est des budgets qui sont financés plus ou moins par l'extérieur. Tout ça, c'est une dépendance qui ne dit pas son nom. Et qu'est-ce que vous prévoyez justement dans ce sens? Alors, le lendemain, c'est-à-dire le 28, le 9 février, comme nous serons là à Sékou-Touré, le candidat sera là, il s'agira de remettre la table. Il faut tout reprendre systématiquement dans la transparence. Celui qui vient, qui est le partenaire B, il nous trouve, nous en tant que partenaire A, en tant qu'État. Il faut que sur table, nous soyons loyaux. Kana Diallo, comment la richesse minière pourrait-elle bénéficier aux populations locales? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir un peu sur l'existence. Il faut se dire que cette problématique peut être jugée à deux niveaux. D'abord, c'est au niveau des négociations, des contrats avec les entreprises étrangères. Le plus souvent, et comme le doyen a dit, nous avons en face des personnes ou des investisseurs qui ont des cabinets d'expertise internationale, qui ont des compétences, et en face, nous n'avons pas toute cette compétence qui pourrait rivaliser les propositions faites par ces investisseurs d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi de laxisme de ceux-là qui sont en face pour négocier ces contrats. Il y a des actes de corruption, de sous-table, de pots de vin qui parfois font que nous ne cherchons pas à être beaucoup plus exigeants par rapport à la rigueur qu'il faut pour élaborer ces contrats. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, c'est le fait que nous sommes champions en élaboration des textes, des conventions et des règlements, mais l'application fait défaut chez nous. Il y a un exemple palpable. Ça n'a pas fait 3 mois qu'on a retiré le titre d'une société minière, d'une entreprise minière GAC, qui, depuis 10 ans, aurait pu construire normalement la raffinerie, c'est ce qui était au niveau de la convention de base. Mais faute d'application de la loi, faute de le fait qu'il y a de l'impunité, il y a de laxisme au niveau de ceux-là qui gèrent directement ces contrats-là, ça n'a pas vu le jour. Alors, pour revenir à votre question, pour toute cette recherche, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que la population puisse bénéficier effectivement de ces retombées? Il faut le dire, il faut améliorer la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance minière. Il faut aller du premier maillon de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la politique générale, de la définition de la politique générale. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée est dans son intérêt d'ouvrir partout où on sait qu'il y a un gisement minier? Est-ce que c'est dans son intérêt de le faire? On a vu au niveau du premier gouvernement de la République de Guinée, et on avait plusieurs gisements, mais le président d'alors n'a pas voulu qu'on ouvre tous ces gisements-là. Il dit que certains gisements devraient être gardés pour les générations futures. Ça, c'est d'un côté. Donc, au niveau de la politique générale, il faut le savoir. De l'autre côté, il faut que les gouvernants sachent que les mines sont des produits épuisables. Et par le fait que ce sont des produits épuisables, il faut utiliser rationnellement les retombées, il faut utiliser rationnellement les ressources ici de ces activités minières, faire de telle sorte qu'il y ait reconversion, que les citoyens à la base puissent avoir des activités génératrices de revenus indépendamment des ressources minières, pour que demain, au cas où ces ressources s'épuisent, que les citoyens puissent continuer avec leurs activités génératrices de revenus. Donc tout ça doit aussi être au niveau de la gouvernance, doit être au niveau de la planification, doit être au niveau de la gestion efficace et efficiente de l'État.
Honorable Beka, vous soulignez tout à l'heure le manque de formation, de compétences dans ce domaine. Il faut souligner également le manque d'infrastructures. Donc pourquoi? Vous savez, quand on entreprend, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Aucun n'est supérieur à l'autre parce que, lâchant, la chaîne est rompue. Nous devons d'abord cultiver la conscience patriotique au niveau de ceux qui sont chargés de gérer la nation. La nation, le peuple d'abord, avant soi. Mais il se trouve que dans le meilleur des cas, nos quelques frères et sœurs, enfants qui sont à la charge de nous faire ceci, de nous représenter par-ci par-là, tous plus ou moins tombent dans cet abîme de corruption. Parce que celui qui vient, il vient tout à fait prêt. Il est censé comprendre que l'homme vers qui il est corruptible. Il n'est pas doté de cette conscience patriotique. Il préfère son intérêt contre l'intérêt du peuple. Qu'est-ce que ça dit? Une mine, pour son exploitation, est exigeante. Il faut la technique, il faut la technologie, mais il faut surtout l'énergie. Nous ne disposons pas de cette énergie. Quand est-ce que nous l'aurons? Pour que nous puissions créer des emplois. Parce que seuls, peut-être les Chinois, que je préfère citer un cas d'exemple, jusqu'au chauffeur, c'est les Chinois que tu vois. Or, la population qui est là, à ce niveau, si elle était formée, compétente, cessons d'exploiter la matière brute comme ça, à l'extérieur. Faisons en sorte qu'il y ait l'énergie qui pourrait permettre de former ceux qui sont appelés des Guinéens, parce que ceux qu'on prend ici, on envoie en Chine ou ailleurs, c'est les Chinois qui deviennent venir employer ceux qui devraient être faits ici, qui n'est pas fait faute de formation. Qu'est-ce que vous proposez? Nous proposons d'abord, à un moment donné ou à un autre, que nous soyons dotés d'énergie. Nous donnons la priorité à l'énergie. Et à ce niveau, il y a des palettes. Il y a l'énergie solaire, ferroviaire, tout ça, l'énergie blanche, l'eau, ainsi éolienne. Bon, si nous avions quand même l'uranium, ceux qui en ont. Vous savez, le Burkina Faso, comme le Zaïre, l'instabilité du Zaïre est venue de la richesse minière. Or, ces richesses minières, au départ, le Congo était une propriété de Paulville. Nous allons nous recentrer sur le cas de la... Nous devons donc de l'énergie. Sans énergie, tout ce qu'on aura exploité, c'est l'extérieur qui gagne. Donc, il faut de l'énergie. Donner la priorité. Ces sociétés qui viennent, il faut qu'ils financent dans la construction des établissements qui nous produisent du courant. Nous avons des fleuves au Fouta. La Guinée est comblée sur tous les plans. Il suffit qu'on puisse améliorer les barrages qui sont là, qui n'arrivent même pas à satisfaire aux besoins nationaux. Pourquoi? Parce que là aussi, la corruption a été à la base. Les fruits ont trahi les fleurs, les fruits que nous sommes. Parce que nous avons garanti combien de fois depuis la Sénacoté. Mais jusqu'ici, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. L'électricité dans nos foyers, ça manque. Comment on peut communiquer? On va continuer à transporter donc ces mines. Mais là encore, il faut le chemin de fer. Il faut les bateaux. Le Tirando guinéen n'est pas formidable. Le gros bateau reste au fond là-bas. C'est les petits bateaux qui viennent transformer la bauxite. Maintenant, le minerai qu'on vient de transporter. Le bateau est à combien de kilomètres? Le gros bateau. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau d'Africa Newsroom. Cette deuxième partie de l'émission traite de la gestion durable des ressources naturelles. Et nos invités, nous sommes toujours en compagnie de l'honorable El Hadj Sékou Bekar Bangoura, directeur de campagne du candidat du Bloc libéral, et Oumar Kana Diallo, président de l'Association guinéenne pour la transparence et membre du comité de pilotage ITIE. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on se retrouve juste après.
La Guinée, riche en forêts, biodiversité et ressources naturelles, fait face à une pression environnementale croissante. La déforestation, l'exploitation minière et l'urbanisation représentent entre 30% et 40% de la perte forestière et impactent gravement les sols, l'eau et les habitats naturels. Les corridors forestiers et parcs nationaux sont fragilisés, menaçant les espèces endémiques et les services écologiques essentiels aux populations locales. Vous voyez tout autour, le paysage est totalement dénudé. Et ça, c'est un risque pour l'avenir. Risque pour l'avenir parce que vous savez, s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas une végétation assez touffue pour protéger les berges et puis permettre à la pluviométrie d'être régulière, il va de soi que toutes ces infrastructures, ces gros investissements qui sont faits ne serviront pratiquement à rien. Malgré ces défis, la Guinée multiplie les initiatives pour restaurer et protéger ses écosystèmes. Depuis 2023, le projet Biodiversity Corridor in Guinea, soutenu par l'Agence française de développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et BirdLife International, crée des corridors écologiques reliant les parcs de Moyenne-Bafing et Badiar et a permis de replanter plus de 75 hectares de forêt avec 28 000 plants prêts à être replantés. Ces actions incluent la sensibilisation des communautés locales, le suivi écologique de la faune et la régulation de l'exploitation minière, conciliant conservation et développement durable. Cette année, il va de soi que tout le monde devra se mobiliser pour contribuer à reboiser de manière systématique les berges et protéger le Concouré et protéger les autres fleuves. Parce que sinon, dans 40 ans, 50 ans, c'est comme si on aura investi pour rien. Et c'est l'avenir de millions et de millions de populations qui seront en jeu. La Guinée possède une richesse naturelle exceptionnelle, mais fait face à des menaces croissantes. Selon les experts, la protection des écosystèmes repose sur la mise en œuvre des politiques environnementales, la participation des communautés locales et la régulation des ressources naturelles. La conservation des forêts et de la biodiversité reste un enjeu central pour le pays. C'était le reportage de la rédaction sur la protection de l'environnement. Kanab Diallo, comment la Guinée peut-elle concilier l'exploitation minière avec la protection des écosystèmes locaux? Très bien, et il faut dire que dans ce cadre, il est nécessaire, voire indispensable que les dispositions du code minier d'un côté soient appliquées. Parce que nous avons l'article 144 du Code minier qui parle non seulement d'un fonds fiduciaire, mais aussi de la gestion et de la restauration de l'environnement liée à toute cette dégradation ici de l'exploitation minière. Mais malheureusement, il faut le dire, bon nombre de sociétés qui commencent l'exploitation en Guinée n'ont pas ouvert ces comptes fiduciaires par le fait que l'État guinéen n'a pas diligenté la mise en pratique des textes d'application liés à la gestion de ce fonds. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il faut surtout impliquer les citoyens à la base, la communauté qui est directement impactée par l'exploitation minière. Il faut que cette communauté soit directement impliqués dans la restauration de l'environnement. Il faut qu'il y ait non seulement des formations des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap dans ces localités pour leur faire participer activement à la restauration non seulement de l'environnement, mais aussi à la restauration de tout ce qui est dégradé au niveau de la nature pour maintenir le couvert végétal d'un côté, mais de l'autre côté pour que l'écosystème soit maintenu et que le vivre ensemble soit toujours une réalité et une facilité pour les citoyens. Honorable Beka, quel rôle peuvent jouer les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles? Eh bien, en amont comme en aval, il faut engager l'État. La responsabilité de l'État est entière et totale. L'homme peut vivre sans les mines, mais il ne saurait vivre sans l'arbre, sans l'environnement. Donc, il y a un pacte entre l'arbre et l'homme. Le gaz carbonique que je rejette, l'arbre vit de ce gaz carbonique. L'oxygène dont se débarrasse l'arbre, l'homme vit de ça. Donc, il y a une adéquation. Or, avec les mines, les pays développés aujourd'hui, qui n'ont même pas un gramme d'or, naturellement, mais ils vivent très bien parce que l'environnement est sauvegardé.
Je me rappelle, pas déjà d'exemple, mais nos dirigeants de la Première République ont eu à mettre dans la Constitution, toute cérémonie, on a voté une loi qu'on a baptisée la loi Fria. Pour tout baptême, tu plantes. Pour tout mariage, tu plantes. Parce qu'ils avaient pris conscience du danger qui menaçait. La nature était sauvagement agressive, de la surface jusqu'en profondeur. Donc, il faudrait la responsabilité effective de l'État via les lois que nous votent nos assemblées et que l'application de ces lois-là soit effective. Parce que nous avons affaire à une population qui est à 90% analphabète. Et donc, elle n'a pas accès à la science, à la technique. Les 10% qui ont été à l'école, qui connaissent l'importance de cette adéquation entre la nature et l'homme, il faudrait que ces gens-là, à leur niveau, puissent aider les communautés locales. Parce que les communautés locales vivent une vie encore plus ou moins du Moyen-Âge. La technique avec laquelle il faut améliorer son environnement fait défaut. Je suis Baga. Il y a combien d'années, je n'ai pas vu encore une amélioration de mon outillage. Donc je rentre, je coupe, pour me trouver un sac de riz. Donc les bazars qui sont coupés ne sont pas renouvelés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut une prise de conscience, il faut que l'État soit auprès de ces communautés, parce que là où il n'y a pas de machin, je le dis franchement, ça m'énerve. Quand vous voyez ce que le Premier ministre, c'est l'État qui vient de parler à travers le Premier ministre. Est-ce qu'après ce qu'il a dit le lendemain, il a fait la pratique? Il ne s'agit pas de dire, il faut agir. Qu'est-ce que vous prévoyez? Ce que nous prévoyons. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous prévoyons. Nous ramenons la loi Fria. La loi Fria. Pour protéger l'écosystème. Quand tu coupes un arbre, à la naissance d'un fils chez toi, tu planteras un arbre. Il faut inviter à les organiser pour leur expliquer terre à terre comment nous sommes liés avec la nature. Donc vous allez remettre en place cette loi? Il faut qu'elle revienne parce qu'elle est d'une utilité certaine. L'homme ne saurait vivre en dehors de l'écosystème. Kana Diallo, comment limiter l'impact environnemental de l'exploitation artisanale de l'or qui utilise chaque année des dizaines de tonnes de mercure? Effectivement, c'est une problématique au niveau national parce que quand vous prenez l'exploitation artisanale de l'or, c'est une pratique qui n'est pas aussi bien encadrée comme les autres minéraux, à savoir l'exploitation industrielle de l'or, le diamant ou la bauxite et le fer. À ce niveau, il faut d'abord commencer par la sensibilisation. L'information et la formation, c'est indispensable. Parce que nous vivons auprès des communautés qui parfois sont analphabètes, mais qui sont censées aussi comprendre les enjeux parce qu'ils vivent du jour au lendemain les conséquences non seulement de la déforestation, de la destruction de l'environnement, mais aussi des pertes de cours d'eau. Eux-mêmes, ils voient combien de fois ça affecte leur activité, qui ne sont pas liées à l'exploitation artisanale, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Donc, il faut que l'État prenne des dispositions pour tout au début, pour aller vers ses citoyens, chercher à les sensibiliser, chercher à leur donner des informations utiles, les former et mettre à leur disposition des moyens leur permettant à chaque saison pluvieuse de faire de reboisement et à chaque fois que l'opportunité soit là pour que eux-mêmes qu'ils puissent être les défenseurs par rapport à la destruction du couvert végétal, que eux-mêmes qu'ils puissent protéger l'environnement là où ils sont, même s'il y a l'exploitation, parce que le nez du problème, c'est le fait qu'on ne pourrait pas aussi les empêcher complètement pour dire qu'ils ne vont pas faire cette exploitation artisanale. Mais s'ils savent qu'en le faisant sur cette partie, ils sont obligés de reboiser, ils sont obligés de recouvrir le couvert végétal avant de partir sur un autre lieu pour faire la même exploitation, je crois que ces citoyens participeront. Et c'est lorsque ces citoyens qui sont dans les différentes localités vont participer activement à la sauvegarde de l'environnement et lorsque eux-mêmes ils vont surveiller pour ne pas qu'il y ait cette destruction de la forêt, de la faune et de tout ce qui est écosystème, c'est en ce moment qu'on réussira vraiment à sauvegarder l'environnement et le couvert végétal.
Honorable Beka, quel mécanisme de suivi et d'audit environnemental pourrait être mis en place pour contrôler davantage les entreprises extractives et garantir le respect des normes? Je persiste ici. Le rôle de l'État est fondamental. Le rôle de l'État est extrêmement fondamental. Parce que ce que l'État détruit avec ses partenaires qui viennent, le bas peuple ne détruit pas le millième. Et qui font venir les partenaires, ces partenaires et l'État sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire comme agression de l'environnement, ceux qui détruisent. Mais ce qui est détruit n'est pas compensé, parce que cette mine, elle ne reviendra pas une fois qu'elle est terminée. C'est une richesse qu'on ne renouvelle pas. Alors, mais pour l'avoir, on tue ce qui est renouvelable et on prend ce qui n'est pas renouvelable, on donne la priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il faut la sensibilisation, expliquer ceux qui viennent. La priorité d'abord, tu tues un arbre, tu en plantes deux. Les conditions. Parce que ceux qui viennent, quand on regarde le COP de Paris et ainsi de suite, l'environnement mondial, ce ne sont pas les paysans qui ont détruit, mais c'est les machines. Les machines sont produites par les 7 personnes de ressources qui viennent dévaster à la recherche de l'or, du diamant, du fer. Quels sont les grands consommateurs dans le marché mondial? La demande au prorata de l'offre. Aujourd'hui, la Chine presque bouffe les 30% du fer mondial quand on voit les œuvres. Donc, qu'est-ce à dire? Il faut que ces Chinois, je cite pour la faciliter la compréhension, pas cliché de maître, parce que je collabore avec les Chinois. Mais il faut qu'ils nous aident en détruisant d'un côté, qu'on arrache de l'autre, pour qu'il n'y ait pas de vide. Il faut que ça... Mais tout ça, c'est l'État. Quand l'État n'est pas vertueux, quand la gouvernance n'est pas vertueuse, mais elle est incline à la corruption, alors ça ne peut plus aller. Et quel État prenez-vous si vous êtes à la tête Nous voulons d'un État qui réponde effectivement aux besoins, parce que l'État est au service du peuple. Les serviteurs de ce pays, ils sont sortis du peuple. Ils ont été à l'école, à la charge du peuple. Quand ils reviennent, ils ont maîtrisé. Il faut que leur savoir serve à améliorer les conditions de vie du peuple. Canard réaction? Oui, il faut dire pour réussir ce pari, il faut la participation d'un externe durant tout le processus de mise en œuvre des projets. Quand vous prenez lors de l'étude d'impact environnemental et social, parce que le tout commence là, le plus souvent, c'est entre l'État et les différentes entreprises. Il faut que les communautés soient impliquées lors de cette étude d'impact environnemental et social pour que les citoyens eux-mêmes les aident à identifier quelles sont, par exemple, les espèces rares qui sont en voie de disparition dans leur localité, que ce soit les espèces animales, les espèces végétales. Et lorsque ce document est élaboré, il y a un plan d'atténuation qui est encore élaboré à l'issue de ce plan. Il faut que l'avis des citoyens soit pris en compte. Il faut que l'avis des acteurs de la société civile soit pris en compte pour permettre de faire le suivi de la mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est le plus grand problème que nous, acteurs de la société civile que nous avons, c'est parce qu'on a des conventions signées, on a des plans de gestion environnementale et sociale qui sont validés, mais dont la communauté, la société civile n'a pas participé à son élaboration, à l'identification même des différents problèmes sur le terrain, pour permettre de proposer non seulement les mesures correctives, mais aussi de faire le suivi, demander la redevabilité de l'État et des sociétés minières, savoir est-ce qu'ils respectent réellement ce qu'on pourrait appeler les obligations réglementaires et contractuelles des sociétés minières, et est-ce que l'État, à son tour, est en train de jouer pleinement son rôle. Honorable Beka, comment intégrer les considérations environnementales et sociales dans les plans de développement régional pour éviter la surexploitation des ressources et garantir un développement durable? Quelles sont ici vos propositions? Je persiste sur le rôle de l'État, en amont qu'en aval. Quand on n'a pas été à l'école,
on devient un animal, on est vulnérable. Mais l'école est là pour ouvrir l'esprit. L'esprit là s'ouvre sur l'homme d'abord. Une fois, l'homme procède à son évaluation. Ensuite, le milieu naturel qui le contient, l'homme va exploiter ses lois pour amoindrir la pesanteur de la nature sur l'homme. Donc tout ça, c'est au niveau du savoir, de la formation de l'homme. L'État qui fait venir son associé, et l'État et l'associé sont conscients de ce qui découlerait de dévastation. Vous allez à Bokeh, vous allez à Bofa, les plantations d'anacardises, c'est fini. La poussière a tout tué, les rivières ont fini. Contre quoi? L'argent qui tombe, ça ne suffit même pas pour le budget national. Quelle est la part dans ce budget national si ce n'est pas des crédits de soutien à long terme? Alors qu'au fond, il a dit, ces gens, d'un maillon à l'autre, chaque maillon est équipé de savants. Ceux qui viennent, qui gèrent le monde sur le plan financier. À chaque maillon, vous avez une cohorte de compétences. Les avocats sont là, les ingénieurs sont là, les juges physiciens sont là, ceux qui sont les savants, tout le monde à la recherche du mieux. Mais par contre, la victime qu'on est venu déranger dans son milieu naturel, ce que le baga fait sur son milieu naturel est moins nuisible que ce qu'on est venu racler. Quand vous prenez Gap, par exemple, il était question, dans notre cas, après Sangaredi, l'exploitation des mines de Sangaredi, dans le village qu'on appelle Taïbi, dans le Bagatay. L'accord prévoyait comme port soit fait dans Taïbi, dans le village. Alors, sur la base de cet accord, on est allé couper tous les palétuviers. Il y a un vide. On n'a ni pont qui traverse comme ça Taïbi, ni nos palétuviers, parce que c'était nos rizières. La compagnie est venue tout racler contre ça, c'est plus bas. Le train qui est là, communication, ce train, si ça sert seulement au transport de huile, mais la rentabilité, il faudrait combien d'années pour amortir? Or, ce train doit être à des fonctions multiples. Aussi, les marchandises, ceci ou cela, ça aiderait à amortir ce qu'on a financé. Nous avons la chance, avec la Première République, nous avions 49%, les autres peuvent 58%. Mais qu'est-ce que ça dit? Quand nous sommes partis, la Banque mondiale n'a pas voulu nous prêter. Les 41, les 51, c'est dès qu'on a signé les accords, ils ont été à la bourse. C'est en ce moment allé à la bourse qu'ils ont eu maintenant l'argent pour lequel ils sont investis et ça nous appartient. Tout ce qu'on va faire, c'est pour nous. Mais depuis lors, c'est fini. Moraz, elle va se recentrer sur la question. Vous dites quoi? Vous ne répondez pas à la question juste ici. La question est de savoir comment intégrer les considérations environnementales et sociales dans les plans de développement régional pour éviter la surexploitation des ressources minières. Peut-être c'est maintenant que je vais faire démontrer ma bêtise. Cette intégration, ce n'est pas en dehors de l'homme. C'est toujours au niveau de la conscience humaine. Or, chaque société est pilotée par une tête. Dès lors que la tête faillit, le corps faillit. Donc, demandons à l'État ce que vous me posez comme question, c'est pour ça que je renvoie au niveau de l'État. Sauf que l'État, c'est vous, c'est eux. Ouais. C'est nous entre griffes. Voilà, chacun a ses rôles à jouer, chacun a sa part à jouer. C'est lui qui aura bénéficié de l'école. Est-ce qu'en retour, il a été à l'école pour le demain servir de torche? Il bénéficie et il permet aussi aux autres d'aller à l'école, d'où la construction d'écoles, d'universités. Il permet à la population, justement, d'accueillir ce savoir. De ce que l'État, dans son fonctionnement, par rapport à cela qui devrait être qualifié, j'ai dit toujours, c'est l'outillage traditionnel, ancestral. C'est ce qui nous maintient dans cet état matériel financier. Mais alors, il faut, moi, entièrement, madame ou mademoiselle, le rôle de cette association, qu'à chaque niveau, il y ait prise de conscience. Qu'à chaque niveau, tous les éléments soient réunis à l'effet de ceci, de cela. Mais quand on est là pour théoriser, comment on peut aller de l'avant? Réaction, Notre État a besoin de réformes sur tous les plans, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau réglementaire et au niveau administratif. Parce qu'il faut le dire, nous avons un code minier qui est assez contraignant. Il faut magnifier tous ceux-là qui ont participé à son élaboration.
mais nous tardons à mettre en œuvre les textes d'application et à qualifier davantage nos institutions qui sont en charge de faire le suivi de tout ce qui est entrepris, de toutes les dispositions juridiques et réglementaires régissant le fonctionnement du cadre minier, mais aussi et surtout sur le plan environnemental. Je l'ai dit tantôt par rapport à l'ouverture d'un code fiduciaire. C'est un code minier qui est adopté depuis 2011, mais qui est amendé en 2013, mais qui souffre aujourd'hui de son application parce que les textes d'application ne sont pas tous élaborés. Les textes ne sont pas là. Ça ne facilite pas non seulement la mise en œuvre de ces dispositions, mais aussi et surtout le suivi de cette mise en œuvre. Donc l'État doit aller vers certaines réformes qui aideraient à non seulement mettre en place ces textes d'application, mais de l'autre côté, faciliter la mise en œuvre de ces textes d'application sur le terrain pour que tout ce qui est prévu dans ces documents-là soit correctement appliqué. Mais je le dis et je peux le répéter, en Guinée, nous souffrons de l'application de nos textes, des lois et règlements. Ce n'est pas parce que bon nombre de ces dispositions ne sont pas prévues au niveau des lois et règlements, mais que ce soit l'implication des autres acteurs ou la mise en œuvre de ces dispositions, l'État se montre toujours laxiste par rapport à ce processus. Nous sommes à la fin de cette émission. Honorable Beka, quel est votre mot de la fin à l'endroit justement des électeurs guinéens afin qu'ils portent leur choix sur votre candidat? 67 années d'indépendance, de souveraineté, il aurait été vivement souhaitable que notre dire et notre faire coïncident, l'adéquation. Pour être digne, il faut que ce que tu dis corresponde à ce que tu fais. Les engagements que nous prenons vis-à-vis de notre peuple, l'éternelle victime, est-ce que nous sommes à 20% de l'application de ces engagements en faveur de notre peuple? Je dis que non. Donc, ce que je demande, les valeurs qui ont quitté les valeurs humaines, elles sont devenues rares en Guinée. La confiance n'y est pas. Aucune vertu. Chacun pour soi, chacun pour à qui mieux. Et le plus souvent, l'éternelle victime, ce qu'on lui a promis, demain tu auras ça, sans ce qu'on a détourné ce qui lui aurait permis d'avoir ce qu'il devait avoir. Donc que le peuple de Guinée sache qu'il a une responsabilité. C'est d'interpeller ceux qui sont à la tête, qui l'ont dirigé jusque-là. De vos promesses. Honorable El Hadj, quel est votre message à l'endroit des électeurs guinéens dans le cadre d'élections présidentielles? C'est un devoir. C'est une fierté de rappeler que je me suis acquitté de ce noble devoir d'aller mettre mon scrutin dans le choix de celui que je souhaiterais voir diriger la Guinée sur la base de ses compétences, sur tous les plans. Donc c'est un devoir auquel nul ne devrait échapper. Mais encore faut-il que les conditions de garantie soient là. Encore faut-il qu'au niveau du bulletin que je mettrai, ce bulletin sera réellement compté et qu'il ne fasse pas objet de détournement en faveur ou de Paul. Il faut donc l'unité dialectique en amont comme en aval, que nous soufflions tous dans la même trompette et qu'à l'effet, ce auquel on aboutirait à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Parce que toujours c'est le principe. Hier est mieux qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sera mieux qu'après-demain. Voilà le principe en Guinée aujourd'hui. Tout ça aboutissant à la qualité de la gouvernance. Dès qu'une gouvernance n'est pas vertueuse, c'est les conséquences. Alors, peuple de Guinée, le 28 décembre, tous ceux qui ont été recensés devraient valablement accepter de faire montre qu'ils sont conscients de leurs responsabilités par rapport au destin national. Il faut aller voter. Choisir parmi les celui qui est censé être réellement capable de nous amener vers Kassa, traverser la rivière. Honorable El Hadj Sekou Beka Bangoura, directeur de campagne du candidat du Bloc libéral, merci d'avoir été l'invité de cette édition d'Africa Newsroom sur Africa 24. Merci à vous. Omar Kana Diallo, président de l'Association guinéenne pour la transparence et membre du comité de pilotage ITIE, merci d'avoir été notre invité. C'est à moi de vous remercier. Permettez-moi de dire un mot aux différents candidats.
En quelques secondes. Voilà, votre arme, sont vos projets de société. Nous, acteurs de la société civile, nous sommes en train de vous suivre, d'observer et de monitorer tout ce que vous êtes en train de dire, vos faits et gestes. Et nous estimons que vous ferez une campagne apaisée et pacifique. Et nous comptons déployer des observateurs pour crédibiliser le processus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition d'Africa Newsroom depuis Conakry en Guinée. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion. L'information continue sur Africa 24.